Je voudrais donc venir ici sur le sujet de la déontologie de l'administrateur. Il y a eu effectivement autour de la gouvernance de nombreux scandales qui ont été relayés par les médias sur des questions de comportement de certains administrateurs, de diffusion d'informations et de pratiques donc illégales. Dans ce sujet-là, nous allons voir un petit peu quels sont les droits et les obligations des administrateurs, puis voir dans quelle situation un administrateur ou un dirigeant peut se retrouver dans l'incapacité à agir. Et enfin, revenir aussi sur les risques de conflit d'intérêts, sur lesquels Frédéric a également insisté, et qui sont sans doute aujourd'hui un facteur de risque important pour les acteurs de la gouvernance. S'agissant donc des droits et des obligations des administrateurs, je voudrais insister sur quelques points bien précis. Tout d'abord, la première responsabilité pour un administrateur, c'est de prendre conscience du régime juridique dans le cas de sociétés anonymes, et puis plus généralement, je dirais que le régime juridique ne doit pas être ignoré de la part des acteurs de la gouvernance, à commencer par les administrateurs et les dirigeants, ainsi bien sûr que les statuts de la société. Ensuite, évidemment, un administrateur, un acteur de la gouvernance a le droit de se voir communiquer un ensemble de documents de façon à prendre des décisions. Alors évidemment, parmi les documents les plus classiques, c'est bien évidemment les comptes, les états financiers que l'on a évoqués dans les premiers modules, et puis plus généralement, tous les documents qu'il va juger nécessaires pour sa prise de décision et pour ses interventions dans le cadre des réunions des instances de gouvernance. Il a également un devoir d'information, il doit, je dirais, informer et être informé des événements relatifs à la vie de la société. Une fois que tout cela est acté, il s'agit après de voir un petit peu en termes de comportement. L'administrateur a un devoir de diligence, c'est-à-dire qu'il doit effectivement mettre tout en œuvre le temps nécessaire et je dirais l'efficacité et la rapidité nécessaires pour travailler et pour, je dirais, alerter si c'est nécessaire et participer aux travaux de l'instance dans laquelle il participe. Il a ensuite un devoir de loyauté. Bien évidemment, il doit être loyal vis-à-vis de l'entreprise et toujours agir dans l'intérêt social de celle-ci. Comme, je dirais, n'importe quel professionnel, il est soumis au respect du secret professionnel parce que, évidemment, il va être détenteur du coup d'informations privilégiées et il ne doit pas diffuser ce type d'informations. C'est d'autant plus vrai et important que la société est cotée et où là, effectivement, le moindre manquement à ce devoir peut être source de problèmes juridiques importants. Enfin, il a l'obligation également de détenir des actions de la société. S'agissant maintenant des questions d'incapacité à agir d'un administrateur ou d'un dirigeant, là évidemment il faut regarder si les acteurs que vous allez solliciter, les administrateurs ou ces dirigeants, ont vraiment la capacité à agir. Il pourrait ne pas être dans cette situation en cas de condamnation pour une fraude qui aurait été prononcée par une instance dans les 5 dernières années, avant le début de l'exercice de son mandat. Il pourrait également être empêché en cas de participation ou d'implication dans une faillite, une liquidation, une mise sous séquestre dans la même période. Il pourrait également être empêché s'il fait l'objet de sanctions publiques, officielles, prononcées par une autorité statutaire ou réglementaire du type l'autorité des marchés financiers ou, pour ce qui concerne les banques, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR. Voilà, donc il faut bien vérifier finalement qu'aucun des membres de la gouvernance, du conseil d'administration notamment ou de la direction générale, n'a été empêché d'agir par un tribunal du fait de sa participation à différentes instances de gouvernance. Les anglo-saxons, je dirais, si on parle de ces sujets-là, appliquent ce qu'on appelle la règle du fit and proper, effectivement, où en gros cela veut dire que véritablement, sur le plan de l'éthique et de la notoriété, rien n'empêche un administrateur notamment de faire partie d'un conseil d'administration. Enfin, nous allons terminer ce volet-là sur les risques de conflit d'intérêts. À plusieurs reprises, nous avons évoqué, Frédéric et moi, que les conflits d'intérêts pouvaient être une source de difficultés, voire de condamnation. Alors un conflit d'intérêts, concrètement,
Quand c'est que ça se produit? Ça se produit entre les intérêts privés d'un administrateur. Un administrateur, on l'a vu dans les premiers modules, un administrateur, ça peut être un administrateur indépendant qui est à l'extérieur de la société et qui est invité à participer au conseil d'administration, ça peut être le représentant d'un actionnaire, ça peut être les salariés. Et donc là, il va falloir évidemment regarder si les intérêts privés de chacun de ces administrateurs, en fonction de sa situation personnelle, ne viennent pas en contradiction des devoirs qu'il a donc à l'égard de l'entreprise. Et donc, véritablement, il y a là, je dirais, un devoir de vigilance de l'administrateur lui-même, de l'acteur lui-même, notamment, je cite ici le cas des entreprises familiales, où on peut avoir au sein même d'un conseil d'administration plusieurs représentants d'une famille, ou alors lorsque un administrateur a des relations commerciales à un moment donné avec cette entreprise et où le conseil serait amené à traiter notamment une convention, on le verra, dans laquelle effectivement une entreprise ou l'unité de rattachement de l'administrateur entrerait ou pourrait rentrer en conflit avec l'entreprise elle-même. Alors quelle est l'attitude et la bonne attitude à adopter? C'est évidemment de déclarer ce fait. L'administrateur doit informer le président du conseil d'administration, éventuellement le dirigeant, de façon, évidemment, bien avant que la décision ne soit discutée, qu'il ne participe pas tout simplement à cette décision. Et donc là, il est assez fréquent, je dirais, de voir un administrateur sortir du conseil, sortir de la réunion, et même un dirigeant, quand il s'agit de traiter une question qui le concerne directement dans des activités autres que celles qui touchent à la vie de l'entreprise. S'agissant des dirigeants, le dirigeant peut demander conseil également à son responsable conformité, compliance ou contrôle interne, ou déontologue. Parfois dans certaines entreprises on parle même de déontologue, pour voir si telle ou telle activité qu'il pourrait mener par ailleurs, associative ou autre, ne rentre pas en conflit d'intérêts avec sa fonction de dirigeant. Donc tout cela, hein, tous ces aspects relatifs à la déontologie de l'administrateur, eh bien quand vous êtes nommé, élu administrateur dans un conseil d'administration, vous retrouvez tous ces éléments-là très souvent dans une charte éthique ou un code de conduite de l'administrateur, et même vous engagez par signature à respecter tous les éléments de cette charte.